Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité où avec un panéliste de choix, on va faire le tour de l'actualité, on va l'analyser, on va la commenter, on va la critiquer selon nos points de vue. Cette semaine avec moi, j'ai l'extraordinaire Raphaël Badoé. Bonjour Raphaël. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Et il fait chaud. Il fait pas chaud. Ouais. Non, ça c'est clair qu'il ne fait pas chaud. On a OK. Bon. non, l'un des pires hivers, l'hiver l'un des plus froids depuis 1944, je crois. Et puis, es-tu prêt à éclairer l'actualité de ta sagesse? Ben écoute, je vais essayer du mieux que je peux Oui. avec les sujets que j'ai vu défiler. Oui, que j'ai choisi. Ben, je me demande si tu veux qu'on fasse 2 heures. Ah, ben là, on va faire ce qu'on peut, on va OK. voir, on va voir ça. Fait que je te lance directement avec ce qui se passe dans la région. Internet à haute vitesse partout dans la région. Je ne sais pas si tu as vu passer cette nouvelle-là. C'est une demande qui est faite depuis longtemps. En fait, moi, j'ai grandi à Vauvert, là, puis Internet, c'était comme... écoute, c'est comme si c'était d'un autre pays. Là, tu sais, ça ne pouvait pas exister. Et là, on va mettre des moyens pour que tout le monde puisse avoir Internet à haute vitesse dans la région. Pourquoi c'est important? Et est-ce que Internet est aujourd'hui un service essentiel? C'est rendu un service essentiel, surtout pour les zones rurales. Dans notre région, nous avons des municipalités comme Saint-Augustin, Notre-Dame-de-Lorette, Girardville, puis Saint-Thomas-d'Idyme, qui n'ont pas l'Internet à haute vitesse. OK. La MRC a fait des efforts pour doter toutes les municipalités de l'Internet, mais pas l'Internet à haute vitesse. Puis ce projet-ci, ce n'est pas juste l'Internet, c'est pour avoir le 4G. Oui. Le 4G, dont la bande passante sera beaucoup plus grande, intéressante pour permettre le téléchargement. Mais on n'a pas le choix. Quelqu'un qui veut vivre en région, écoute, minimalement, pour avoir l'information, pour avoir l'accès à l'information, on n'a pas besoin de faire tout en ligne en ce moment. Donc, c'est un luxe minimum qu'on doit se permettre. C'est rendu un service essentiel. Parce que tout va s'en aller sur Internet. Là. Je veux Ben dire, oui. On ne verra pas, mettons, la mort de la télé ou de la radio, mais on va voir vraiment une conjoncture où tout va s'en aller vers le net. Ben, c'est l'Internet. Écoute, l'abonnement au niveau du câble maintenant, avec Netflix, tu n'as même plus besoin d'avoir l'abonnement. Ouais. Tu as la télévision de base, puis avec Netflix, écoute, directement, tu peux le projeter sur ton poste téléviseur. Il y en a même qui n'ont pas la télévision à la maison. Tout ce qu'ils ont, c'est l'Internet. Puis tu fais l'abonnement avec Netflix. Puis, Ouais. puis tu regardes tous les films. Mais moi, je suis comme ça fait 20 ans que j'ai pas le câble. Ah bon, OK. Mais je ne pourrais pas me passer d'Internet, c'est Bon. certain, parce que je veux lire les nouvelles, je m'informe, je me divertis, tout passe par là. Ben, tout passe par l'Internet. Puis Puis des fois, je vais jouer dehors, mais pas cet hiver parce qu'il fait trop froid. Donc, c'est essentiel, c'est rendu Ouais. essentiel. Agri-Relève, peux-tu nous parler de ce programme-là? C'est nouveau, ça, dans le secteur? C'est nouveau, puis je dirais que c'est les partenaires de la région, y compris la MRC Marais-Sabdelène, CLD, SADC, la Caisse populaire. En fait, on sait qu'il y a une problématique dans la région, reliée à la relève des jeunes qui ont l'ambition de prendre la relève des fermes. Il y a également des jeunes qui veulent partir en affaires, mais toujours dans le secteur agricole. Puis quand un jeune a eu l'idée de partir en affaires, il faut qu'il vienne au CLD, qu'on l'écoute, qu'on évalue son projet, on l'envoie chez notre partenaire. Parfois, la personne est même comme perdue. Ouais. Je m'en vais où avec ça? Mais là, c'est comme un processus qui a été mis en place pour faciliter depuis que l'idée jaillit dans la tête du jeune, jusqu'à l'élaboration de son plan d'affaires, jusqu'à trouver le partenaire financier, jusqu'à aller également sur des terrains qui sont, les fermes qui sont à vendre. Donc, le processus est mis en place pour faciliter le travail aux jeunes, pour qu'ils comprennent à peu près, OK, j'ai l'idée. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Comment je peux le faire? Est-ce que c'est un peu une réponse à... Tu sais, on a vu Pangea qui achète des terres agricoles, qui a fait monter le prix des terres, en fait, beaucoup, puis qu'on disait que ça va être un problème pour la relève agricole. Est-ce que c'est un peu une réponse à ça? Je ne peux pas affirmer là-dessus, parce que tu sais que parfois, je porte plusieurs chapeaux. Non, mais je te laisse... Mais c'est une façon de donner un peu de pouce aux jeunes en région, bien des gens, les hommes d'affaires, autres que les groupes financiers, des gens qui veulent partir en affaires, une façon de leur apporter un soutien.
OK. Si tu as l'envie, tu as le désir d'aller en affaires sur le plan agricole, tu as le créneau qu'il faut pour y aller de l'avant. Alors, à demi-mot, oui, c'est une façon, hein, c'est une façon également d'appuyer les jeunes promoteurs d'aller de l'avant. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Parce qu'avant, il faut aller chez MAPAC. Tu as l'idée, tu vas chez MAPAC, tu as le CLD. Puis j'ai même fouillé un peu partout, je sais quel partenaire peut donner combien, quel montant, quel financement on peut avoir. Mais souvent, pour certains, ils ont de la misère à décortiquer toute l'information. Ouais, c'est un peu dans tout ce qui est administratif, des fois, c'est la maison des fous. Là. Donc, quelqu'un qui arrive, qui dit, mais moi, je vais où? Là? Le financement, je le trouve comment? Hein? Mais maintenant, tu as une table de partenaires qui va se réunir, qui vont évaluer ton projet, puis de voir comment ils peuvent te financer. Donc, tu as quelqu'un qui va te coacher du début jusqu'à la fin, ton plan d'affaires, puis jusqu'à l'élaboration, jusqu'à la réalisation de ton projet. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un bon coup pour la MRC de Mariachal-Chapdelaine. Puis moi, je dis chapeau à notre MRC qui fait de bons coups. Oui, non, mais pour vrai, je trouve qu'on a une MRC fantastique. Écoute, puis c'est l'officiel des Mariachal-Chapdelaine qui est en avant là-dedans. Donc, moi également, je peux tirer mes bretelles. Péter les bretelles. Ouais, c'est correct. Hey, on va changer d'MRC. On va s'en aller à Robertval. Je ne sais pas si tu as vu Guy Larouche qui a fait une sortie en règle contre Hydro-Québec en disant bon, moi je suis contre les compteurs intelligents, ma facture d'électricité a monté de 30 il y a des dangers d'incendie, il y a les dangers avec les ondes, il y a anguille sous roche parce qu'il y a les dirigeants d'Hydro-Québec sont partis. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Moi-même, j'ai refusé qu'on me pose les nouveaux compteurs intelligents. Je veux rester à la vieille méthode. Mais tu sais, je trouve qu'on essaie beaucoup de nous contrôler sur tout, là, puis de récolter le plus d'informations possible. Je tiens à mon... Je sais pas. Je sais pas dans ce débat-là. C'est étrange. Hydro-Québec se veut rassurant, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Même en Alberta, ils ont retiré les compteurs intelligents qu'ils avaient posés. Bien, il y a eu beaucoup d'abus. Oui. Montréal, ils ont essayé. Je pense qu'ils ont encore arrêté. On s'en va où? Il n'y a pas assez d'études là-dessus, hein, également. Oui. Mais est-ce que c'est à cause qu'à Hydro-Québec, c'est un peu une vache à lait et une chasse gardée au Québec aussi, là? Bien, eux aussi visent la rentabilité. Puis, quand on parle de rentabilité, il faut couper au niveau des ressources humaines. Puis, comment couper dans les ressources humaines? Donc, à la longue, si c'est des compteurs intelligents, donc la personne qui va aller relever le compteur, ce n'est pas la même personne. Donc, peut-être sur 10 ans, sur 15 ans, ils feront telle économie. Mais là, il n'y a rien qui a été fait comme étude pour démontrer que ça n'a pas d'impact. Il y en a qui disent que ça a augmenté la facture. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas faux? Mais en ce moment, c'est difficile de se prononcer. Est-ce qu'on est allé trop vite dans tout ça? Ben là, ça vient, c'est comme une rupture avec l'ancienne méthode. Ouais. On est habitué à une autre façon de faire, puis qu'on vient changer subitement, puis qu'on entend dire à gauche et à droite que les taxes, je dis les taxes, la facture augmente de mois. Ouais. Et là, c'est sûr que les gens vont réagir. Puis mais tu sais, comme on dit, je pense qu'il faut pas. Je pense que tout changement, des fois, c'est compliqué. Là, en société, souvent, on aime mieux le statu quo. Là. Mais à un moment donné, les changements doivent se faire. Mais est-ce que là, on les fait trop tôt? Est-ce que la technologie est prête? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le fait très tôt? Moi, j'aurais plus, t'entends, toi, pourquoi tu t'es opposé à ça? Pourquoi tu t'es opposé? Bien, pour plein de raisons. Là. Moi, c'est beaucoup le contrôle de l'information. Tu sais, avec Astar, les cartes de crédit, les cartes de Petropoint et d'Air Miles, on fait des analyses beaucoup de toi comme consommateur. Moi, je m'oppose beaucoup à ça. Et en même temps, en refusant ça, ben là, moi, ça me coûte 5 $ de plus par mois pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne chercher mon compteur. Mais en même temps, je me dis que je continue à créer de l'emploi parce que sinon, ces personnes-là vont perdre leur emploi. Puis après ça, on va dire... bon, mais il y a encore un haut taux de chômage. Là, c'est sûr que les compagnies ramassent toutes sortes d'informations. Hein. Sur nous, on est surveillé continuellement. À distance, écoute, tu as un appareil cellulaire avec les satellites, on sait où tu es, qu'est-ce que tu consommes, quand tu te déplaces, devant quel magasin tu t'es arrêté. Donc, c'est comme si, à un moment donné, c'est trop. Oui, c'est un peu... écoute, là, à un moment donné, il ne faut pas paranoïer. Là. On n'est pas non plus dans 1984, mais tu sais, il y a tout ça qui fait que nous, on a pris cette décision-là, moi et ma conjointe, puis on était d'accord qu'on ne prenait pas... On s'oppose. Ouais. Ben, sans s'opposer, on ne veut pas ce changement-là. On veut garder notre vieux compteur. On l'aime beaucoup. Bon. Hey, Fromagerie Perron, qui est un fleuron de l'agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, oui. Tout l'air de bien aller. On va voir un restaurant, il y a le musée, on a grandi, tout ça. Et là, on dit...
Il y a des gens qui sont intéressés à racheter. Oui. Mais est-ce que la fromagerie Perron est à vendre ou c'est vraiment, comme on appelle, un achat hostile? Là? Ben, ce que moi j'ai su, la fromagerie n'est pas à vendre. OK, c'est ça que je pensais. C'est pas à vendre, mais c'est pas tout ce qui se fait sous la table qu'on connaît. Hein. Ouais. Ça se peut que, oui, des gens font des démarches pour l'acheter, mais des acheteurs qui viennent de l'extérieur. Alors, si nous, à l'interne, moi j'ai entendu parler du groupe Gaston Morin, Oui, puis Jacqueline Drapeau qui veulent l'acheter, ben, si on a des acheteurs local. locaux, des acheteurs locaux qui veulent l'acheter, bingo, pourquoi pas. Il faudrait que ça reste dans la région. Ça, je suis d'accord. Alors moi, je tire mon chapeau. S'ils peuvent l'avoir pour que ça reste dans la région, écoute, parce qu'il y a une identité collée à la fromagerie. Ben oui, c'est l'histoire, en fait, là, de Saint-Prime et de tout ce qui se passe. Mais moi, ce que je me demandais, c'est j'avais pas l'impression que c'était à vendre, tu sais, parce qu'il me semble qu'on en a parlé, Ben, mais là, Mais là, écoute, on est en business. Hein. Ce sont les affaires. Dans le monde des affaires, il y a beaucoup de choses qui sont assez nébuleuses, qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'il y a eu un acheteur qui a fait une offre, qui a poussé les autres également à rentrer? Mais ce que moi je sais, c'est que les démarches sont vraiment avancées. OK. Pour que... Parce que c'est certain que moi, mettons, ma fromagerie n'est pas à vendre, mais il m'arrive une offre où je fais « Oh mon Dieu, il faut que je considère ça. » là. Ah, oui, il faut que tu tiennes compte. Ouais. Tu regardes, qu'est-ce que tu sais comme avantage? Puis tu dis l'identité de la fromagerie, est-ce qu'on perd? Peut-être que tu vas mettre des conditions. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, si quelqu'un de l'extérieur est prêt à payer un tel montant d'argent, pourquoi pas qu'il y a des gens d'ici qui le gardent? Écoute, on va toujours favoriser les locaux pour l'achat des industries, des usines qui ont cette identité locale. Puis moi, je suis pour. Il faudrait que ça reste dans la région. Ouais. Parce que parfois, des groupes viennent, achètent, 5-10 ans plus tard, ils vont tout démanteler. Ouais. Parce que quand la fromagerie existait ou bien la compagnie existait, c'était un concurrent potentiel. Ouais. Parce que c'est comme certains viennent, ils achètent, mais ils savent plus tard qu'ils vont le démanteler pour que l'autre compagnie vienne toujours desservir toute la région. Tu as aussi le fait que quand c'est dans ton histoire puis que c'est la famille Perron qui s'occupe de ça, Écoute, eux, ils veulent que ça marche puis ils sont capables de vivre avec des marges de profit qui sont correctes. Correct. Tandis que des fois, des compagnies demandent des marges de profit toujours croissantes puis à un moment donné, ben, tu fais face à un mur. On ne peut pas avoir une croissance toujours positive. Et quand ça devient une production assez standardisée, industrielle, C'est la qualité qu'on perd. On va perdre la qualité. Puis on ne sait jamais. Alors pour se protéger, encourageons nos locaux à l'acquérir. Je suis d'accord avec toi, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Festival du Bleuet fait une sortie, on n'a plus de surplus. Là, on va réussir à éponger notre dette, mais là, après ça, on n'a plus de surplus. Est-ce que le Festival du Bleuet est en danger? Ou est-ce que non, c'est juste normal avec la conjoncture qu'à un moment donné, on utilise des surplus pour payer nos déficits et puis qu'on va penser faire d'autres surplus les prochaines années? Ben, écoute, puis moi, je te dirais que le Festival du Bleuet, c'est un comité qui est toujours en place. On a un bon comité. Oui, M. Hugues Beaulieu en tête, là. Ils sont fidèles. Écoute, la conjoncture, on sait très bien ce que ces derniers temps, c'est pas rose. Pour personne. Au moins, ils n'ont pas de déficit. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. Puis moi, je les encourage toujours. C'est un comité que j'apprécie toujours. Parce qu'on se rappellera, là, moi, quand j'étais petit, c'était 10 jours, là, le festival. Puis là, c'est revenu à 5 jours parce que là, les difficultés financières sont arrivées. Mais depuis que, justement, il y a un nouveau comité, depuis plusieurs années, j'ai l'impression que ça va extrêmement bien au Festival Ça du va Bleuet. très bien. Ils ont réussi à trouver, disons, le créneau pour intéresser les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui vont, mais toutes les générations. C'est assez intergénérationnel. Oui. Comparé à d'autres festivals que je ne nommerai pas, où on a l'impression que c'est toute une génération. C'est une seule génération qui y va. Mais eux, le Festival du Bleuet, ils ont réussi à trouver le créneau pour intéresser toutes les générations. C'est important. Moi, quand j'étais adolescent, le Festival du Bleuet, c'était la grosse affaire. C'était là où on prenait notre première bière, puis où on, tu sais, en tout cas, on avait la liberté, là. C'était comme la fête, là. On va souhaiter que ça continue toujours. Ouais. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Non. Je suis content d'entendre ça. Je suis content. Je ne sais pas si tu as vu ça au conseil d'arrondissement de la baie, qu'il y a comme de la chicane parce que. Je trouve que je trouve que chicane, c'est gros. Là, je trouve qu'on fait un gros plat avec pas grand-chose. Mais ça m'amène à un questionnement, en fait. En fait, la chicane part qu'il y a un des conseillers qui a dit quelque chose, qui s'est prononcé comme conseiller. Les autres ont dit tu n'as pas le droit de prendre position si tu ne nous as pas consultés. Mais en même temps, il est élu conseiller. Lui, il dit ben voyons donc, je suis conseiller, j'ai le droit de
donner mon opinion. Puis s'il y avait quelque chose à dire, il n'avait pas allé dans les médias, on aurait pu s'en parler avant. Est-ce que quand on est élu, on a le droit de prendre position sur tout? Il faut absolument tout le temps consulter. Je trouve des fois qu'à Saguenay, ils font compliqué là, avec beaucoup de choses. Ben, c'est parce que, écoute, c'est le président de l'arrondissement, hein, François Tremblay, qui a fait la sortie puis qui a été contesté par les autres conseillers. Mais certains disent qu'il y a anguille sous roche, que c'est parce qu'il prenait position pour le parti d'opposition à Chicoutimi. OK. Donc, ça faisait que les autres qui voulaient rentrer dans le parti de M. Tremblay voyaient déjà, on dirait que c'est la guerre au conseil c'est de des guerres ville politiques. Là. qui reviennent. C'est ce que les gens disent. Hein? Ben, c'est pas Raphaël qui le dit, c'est ce que les gens disent. Oui. Puis, moi, quand j'ai écouté les nouvelles... Parce que M. Tremblay, il est indépendant, il n'est pas associé au maire. Il n'est pas associé, mais la rumeur court qu'il va aller dans l'opposition. Bon, écoute, alors, donc, si c'est un opposant potentiel à M. Tremblay, Jean Tremblay, ça va de soi que les alliés de M. Jean Tremblay également essaient de prendre position par rapport à... Donc, il n'y a en aucun cas le besoin de faire le meilleur pour notre ville, mais plutôt des guéguerres politiques pour garder le pouvoir. C'est la guéguerre politique, mais quand tu es un élu, il faut travailler toujours en concertation avec les autres. Hein, mais quand tu es président... C'est lui le président du conseil de l'arrondissement. Ouais. Donc, oui, il doit concerter, mais il y a certains dossiers où il prend position comme président. Ouais. Comme président, il y a des dossiers où tu prends position. Oui, tu as un conseil avec qui tu discutes, mais parfois, écoute, tu n'as pas le choix de prendre position. Puis ça dépend aussi des sujets. Il y a certains sujets qui sont trop délicats. Quand ça engage tout le monde, tu essaies de... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avant qu'il y ait de l'opposition à la mairie à Saguenay, tout le monde était toujours d'accord. Bon. Ça fait que ça, pour eux autres, c'est comme compliqué à gérer. Quand c'est hyper sain, en fait, le débat, si c'est fait sainement, là, ben, c'est les grandes villes. Saguenay, écoute, quand je prends Saguenay, Grand Saguenay, c'est quasiment 168 000, 170 000. Donc, c'est normal qu'au niveau de Ville Saguenay, puis les arrondissements qui composent Ville Saguenay, on a des rebondissements, des débats de l'autre côté. Puis, c'est la démocratie qui gagne. Ouais. Que le meilleur gagne avec ses arguments. Le meilleur gagne, on va voir. C'est pas toujours le cas. Que le meilleur gagne. OK, bien écoute, on a fait un peu le tour de ce qui se passe en région. On va s'en aller dans la province, au pays. Bon, manifestation, j'ai mis avec un S contre l'austérité parce que, bon, il y a une manifestation devant le bureau de M. Couillard. Il y a eu des gens qui sont rentrés dans le bureau de notre M. Bolduc. Oui. Il y a des manifestations partout. C'est beaucoup, le milieu des enseignements, les travailleurs, les fonctionnaires publics, mais aussi beaucoup de groupes communautaires. Oui. Ceux qui veulent qui ne touchent pas en les régions. Tout le monde un peu manifeste, chacun de son bord. On est dans la semaine, en fait, de manifestation contre l'austérité. En plus, on a comme bâti une semaine. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai l'impression que ça commence une semaine, ça va devenir un mois et puis 6 mois. Là. J'ai hâte de voir. On s'en va où avec ça? Oh, ben écoute, il y a une chose qui est l'avantage de M. Couillard. On s'attendait à ce qu'il y ait des coupures. On était comme un peu préparés. Ça fait depuis qu'il est élu qu'il le dit. Puis bon, donc, ça fait que les manifestations, pour le moment, ça ne lève pas encore. Ouais. Mais en tout cas, le problème que j'ai, c'est quand il dit on n'était pas au courant de l'état des finances publiques. Mais écoute, le Parti libéral, là, dans les 12 dernières années, était là 11 ans. Là, à un moment donné, réveillez-vous si vous n'étiez pas au courant. Là. Ben, c'est parce que ils ont été, moi, je dirais qu'ils ont été élus. Ils n'ont pas un véritable programme de développement économique à mettre de l'avant. Donc, ils sont allés prendre la feuille de route de M. Legault. Alors, c'est comme s'ils sont allés recopier le devoir de M. Legault, puis qu'ils ont mis de l'avant. Parce qu'ils trouvent que, oui, ce que M. Legault voulait faire ne sera pas élu avec ça. Mais eux, ils ont été élus, puis ils ont pris sa copie. Ouais. Sans ça payer. Va chercher aussi les gens qui auraient voté pour M. Legault. Ben, écoute, c'est qu'ils ont comme rallié ceux qui ont voté pour M. Legault. Puis là, ensemble, ils vont de l'avant. M. Legault a de la misère à critiquer M. Couillard à l'Assemblée parce que ce sont ses idées. Mais oui. Ben, nous également, on est comme pris parce que dans la population, il y en a qui veulent, il y en a qui disent que ça n'a pas d'allure. Écoute, on a trop de dettes, on a il faut mettre un peu de l'ordre dans l'administration. OK. Ça fait qu'on est un peu... Il y a une certaine morosité.
Mais tu sais, moi, je suis d'accord pour remettre de l'ordre, mais là, en ce moment, c'est que les citoyens qui ont peu d'argent qui payent. Dans le sens, moi, ça me fait rire, parce que là, la classe moyenne, là, quand tu as 100 000, tu fais 100 000 là, par année, tu es quand même à côté, là, comme si tu faisais 20 000, parce que le crédit est tellement facile. Et qui gagne là-dedans? C'est les banques, les grandes entreprises. On a un haut taux de chômage, donc ça favorise les gens qui sont prêts à aller travailler pour moins cher. Je veux dire, on travaille que pour encore l'élite, et ça va être toujours monsieur, madame, tout le monde qui paye au bout du compte. Ben, oui et non, parce que plus tard, je pense que tu vas revenir là-dessus. On dirait qu'il pousse les gens à identifier, vous avez besoin de quoi au juste? Est-ce qu'on est dans une société de consommation où on consomme en désordre? Maintenant, pour les services, tout ce qu'on aura besoin, il faut que la population identifie que tel besoin, oui, on a vraiment besoin de telle chose, puis on va l'acheter. Genre la santé, La l'éducation. santé, c'est ce qu'on a besoin. Bon, les services sociaux. les services sociaux. Tout dans tout ce qu'on coupe, en fait. Mais c'est juste se questionner sur nos acquis. Est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Ou bien les gens font juste semblant de protéger leur richesse. Là, ce que je trouve triste, c'est que les riches sont très peu affectés. Après ça, les banques, les grandes entreprises, ceux qui exploitent nos ressources naturelles, pourquoi eux, on ne leur demande même pas de faire un gros effort, on leur demanderait de faire un petit effort. En plus, moi, ce qui me fait rire, c'est que, mettons, là, on va dire, ouais, mais là, il y en a qui vont frauder le bien-être social. OK, peut-être. Mais quand on compare ça avec ceux qui fraudent l'impôt, puis qui dilapident, ils mettent de leur richesse dans les paradis fiscaux, puis ils font de l'évasion fiscale, il y a bien plus d'argent à aller chercher là. Pourtant, on ne fait rien contre eux. On va attendre jusqu'au début mai pour voir si les manifestations, si ça va lever ou pas, ou bien si ça va rester comme ça, parce que je trouve que ça ne lève pas beaucoup. Bien, en fait, le problème, moi, je trouve, c'est qu'on a plein de manifestations où ils sont 30 personnes chacun à leur place. Quand on devrait faire une grosse manifestation, bien, ils devraient faire une grosse manifestation où ils sont, je ne sais pas, moi, 200 000 300 000 autour du bureau de M. Couillard. Je pense que là, ça aura un impact. Donc, à date, ça ne lève pas encore. Non. Pourquoi ça ne lève pas encore? Est-ce que c'est à cause de l'hiver? On ne sait pas. Donc, moi, j'attendrai à la fin de l'hiver pour voir si les gens vont accepter, si les gens vont sortir, parce qu'on est tous mécontents quelque part. Les coupures, on est tous mécontents. Mais les gens ne manifestent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est si endormis? Bien, on a l'eau chaude et la télévision. On a l'eau chaude à la télévision. Ben oui, pourquoi? On a un confort. Quand les gens, il faut qu'ils se battent pour manger ou pour leur sécurité, là, ils sont bien plus prompts à manifester et à se rassembler. Tant que les gens ne sortiront pas dans les rues, M. Couillard va toujours comprendre. Le message qu'on lui dit, c'est que va de l'avant. Si les gens ne sortent pas, je ne dis pas aux gens de sortir, mais tant qu'il n'y a pas de manifestation, parce qu'on voit beaucoup là, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens dans les lignes ouvertes. Écoute, regarde les gaffes que le ministre de l'Éducation fait. Mais les gens, ça n'encourage pas les gens à décrier le gouvernement. Tout le monde est là. On crie. Mais ces gaffes sont tellement monumentales. Ben, en fait, c'est risible. On dirait que c'est un... Lui, il devrait s'en aller à juste pour rire à la place de continuer. Je pense qu'il fallait prendre une décision par rapport à lui. Là. Mais bon, tout ça, c'est des signaux qu'on envoie à la population pour que la population se réveille en disant il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais les gens ne bougent pas toujours. Donc, on est comme tous scotchés sur nos sièges, puis on écoute. On a un problème de solidarité. Puis en même temps, je peux comprendre certaines personnes d'en avoir, bon, tu sais, dans le sens où, mettons, le mouvement syndical, qui a été porteur du flambeau de la gauche pendant longtemps. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que si tu es syndiqué, tu as relativement un bon emploi. Là. Je trouve que les centrales syndicales ont oublié le combat pour les... Oui, ils nous ont apporté, mettons, le salaire minimum, pas de travail, tu sais, plein de belles affaires, puis je vais toujours être social-démocrate dans l'âme. Mais la réalité, c'est qu'ils ne défendent plus les petits travailleurs là, qui c'est que tout le monde est surpris. On est surpris de l'ampleur des coupures. On est comme tétanisé devant ce qui va se passer, puis les gens ne sont pas préparés à une défense. On va peut-être se réveiller dans 2 ans. Peut-être dans 2 ans, les gens vont comprendre toute la machine libérale, puisque... Puis c'est beaucoup d'idéologie qui est... Ben, écoute, donc ça fait que là, on est partagé. Mais moi, c'est ce qui m'amène toujours à dire que, quelque part, on est tous complices. Parce qu'à l'intérieur de nous, on veut qu'il y ait ces changements. Mais à quel degré, il n'y a personne qui le sait. Puis c'est ça qui fait qu'on est comme endormi. On dit,
Non, ça ne marche pas. Ils vont trop loin. Tout ce qu'on dit, ils vont trop loin. On ne dit même pas que ce qu'ils font, ils sont en train de tout démanteler. On dit ils vont trop loin. Ça veut dire qu'on a accepté au moins qu'il y ait un minimum de ménage à faire. Puis c'est ça qui fait que notre complicité empêche le soutien. On va voir les syndicalistes, comment ça va se passer peut-être d'ici le mois de mai, à la fin de l'hiver. Est-ce qu'ils vont nous faire sortir? Écoute, quand il y a des manifestations... Mais il faudrait qu'ils sensibilisent beaucoup les gens. Il y a beaucoup de travailleurs qui auraient besoin d'être aidés. Là. J'ai entendu des gens prendre l'autobus, aller à Québec. Ils sont sortis de l'autobus, ils ont fait 30 minutes de marche, sont rentrés dans l'autobus, ils sont revenus dans la région. Alors, faites tout ce voyage pour aller manifester 30 minutes. Bon, tu dis, est-ce qu'il y a des convictions vraiment à défendre? Mais c'est juste se faire voir qu'on n'est pas content, puis je n'irai pas loin. Non, mais moi, j'ai hâte qu'on se batte pour les tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux qui sont vrais, puis qu'on se batte pour, oui, les étudiants, l'éducation, mon Dieu Seigneur, oui, puis qu'on ait une dignité puis une qualité de vie, mais pour les gens qui en ont réellement besoin, là. Tu sais, c'est pas les gens qui font 40, 50, 60 000 par année là, qui ont besoin d'être aidés. Mais là. la Pierre, là, je vais te rappeler, comment on a fait pour que le Parti libéral soit majoritaire? Écoute, ce n'est pas un accident. Non. Comment on a fait? Donc, tu as toute la réponse. Comment on a fait? Comment on a fait pour donner tant de pouvoir au Parti libéral? Donc, quelque part, il y a quelque chose qu'on a exprimé tout bas, qu'on ne voulait pas dire tout haut, puis dans les urnes, on l'a sorti. Oh oui, puis en fait, on est proche du conservatisme idéologique. Écoute, on a fait quelque chose. Là, ça fait 10 ans qu'on le subit au niveau du fédéral, fait que veux pas, à un moment donné, ça rentre dans la tête. Écoute, non. Puis en plus, 80% des médias sont relativement à droite, ça fait qu'on n'est vraiment pas toujours bien informés ici au Québec. Peut-être que les gens sont un peu tannés des chicanes, les gens sont tannés des débats ne pas en finir, puis ils ont dit, écoutez, allez faire ce que vous avez à faire, puis dans 5 ans, ça ne marche pas, on va changer. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on va couper partout. Puis dans 2-3 ans, là, un an et demi avant les élections, on va recommencer à se rendetter pour donner de l'argent puis faire croire là, qu'on... on aura la conscience tranquille parce qu'on a comme déjà payé pendant 4 ans. Mon Dieu Seigneur, j'ai hâte de voir ça. Consultation sur la loi 20, ça commence aujourd'hui, je pense. Puis on veut passer, M. Barrette voulait passer ça avant la fin des travaux parlementaires. Est-ce qu'on va encore avoir un bâillon? Qu'est-ce que ça l'implique? Tu sais? Parce que là, on veut que les médecins travaillent plus. Oui. Bon, on veut qu'il y ait comme des quotas. Est-ce que ça va réellement? Parce qu'au bout du compte, si ça améliore réellement la qualité des soins et l'accessibilité des soins, OK, j'ai comme un doute. Moi, j'ai de la misère à me prononcer parce que j'ai plein d'amis médecins avec qui je discute. Puis, je ne veux pas trop me mouiller là-dessus. Okay. Puis, tout ce que moi je sais, c'est que, personnellement, je sais que M. Barrette, il a été président du syndicat. Les médecins, ben oui. C'est lui qui les a fait signer le... Non seulement il est médecin, il a été président du syndicat, oui. Il sait toujours de quoi il parle. Il connaît mieux son corps professionnel que nous qui sommes à l'extérieur. Oui. Puis quand j'entends les gens font le débat, même tout à l'heure en venant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus au niveau de l'approche de M. Barrette. Il se fait critiquer par rapport à l'approche. Que les gens ne disent pas que oui, la méthode est mauvaise. Mais la façon dont il a mené, c'est la façon dont il n'écoute pas les arguments des autres. Donc j'ai l'impression que c'est plus son approche qui est comme critiquée. Mais dans les faits, lui dit, pourquoi on a plus de médecins que l'Ontario, puis on a les mêmes problèmes. Donc, pour lui, écoute, la façon dont il a posé le diagnostic, on n'a plus de médecins, mais le problème n'est toujours pas réglé. Ouais. Alors, où se trouve le problème si on n'a plus de médecins? Ouais. Alors, est-ce que c'est au niveau du service rendu? Donc, il est capable d'identifier, de diagnostiquer le problème, puis de se parler entre eux. Mais peut-être qu'il n'a pas fait l'exercice de parler, de discuter avec ses collègues. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui discute beaucoup. Écoute, c'est un chef syndicaliste, puis moi j'ai l'impression que quand il veut sortir ses textes, tout ce qu'il fait,
il réfléchit à où viendra la première attaque, puis se prépare à défendre. Qui va m'attaquer en premier? Donc, on dirait qu'il se prépare toujours. Ah, puis souvent, il attaque avant de se faire attaquer. Donc, il sait très bien, c'est une machine de guerre. Il est là, il dit, OK, voici mes textes, voici mes revendications, bien, voici ce que je mets sur la table. Puis on dirait qu'il s'attend à ce que c'est qui va m'attaquer en premier, puis il se prépare avant que tu n'attaques, lui l'attaque. Ouais. Donc, il n'empêche pas, il n'encourage pas Le dialogue. la discussion, l'échange. Le Parti libéral, en général, en ce moment, ne favorise pas. Et, je dirais, la plupart des partis politiques qu'on a en ce moment, peu importe notre allégeance, ne favorisent pas beaucoup le dialogue. On avait Jack Layton, je trouvais qu'il ouvrait des belles portes à l'époque, mais... Il n'y a personne également qui les défend. Alors, nous, on est mal placés pour rentrer dans la discussion. On va les laisser discuter entre eux, puis peut-être on va avoir un bon résultat. Mais un bon résultat. Ils sont majoritaires à l'Assemblée, donc ils vont faire passer la loi. C'est ça. La preuve au niveau des cadres également, jusqu'à présent, au niveau des C3S, il n'y a pas de manifestation jusqu'à présent. Il n'y a pas de manifestation. Et les médecins n'ont pas voulu dire, écoutez, telle journée, on va faire un service minimum, juste pour démontrer qu'on est... Écoute, il n'y a rien qu'on dit. C'est comme tout le monde accepte, critique la façon. La méthode. Mais bon, si c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Donc, c'est comme si tout le monde dit, bon, écoute, on attend ce qui va se passer. On va attendre, on va voir ce qui va se passer. Début mai ou bien mi-mai, on va voir, on va faire des manifestations dans la boîte. Oui, on va voir ça. L'aide médicale à mourir, on sait qu'il y a un projet de loi qui a été passé au Québec. Ensuite, la Cour suprême du Canada a statué que oui, l'aide médicale à mourir, c'est constitutionnel. Maintenant, ils ont donné 1 an au gouvernement fédéral pour refaire la loi, s'organiser pour que ça soit correct. M. Trudeau et le Parti libéral du Canada veulent déjà une commission, ils veulent réfléchir là-dessus, mais déjà, les conservateurs disent non, on n'est pas sûr. Il y en a même des députés qui se sont dit non, je suis contre l'aide médicale à mourir. Donc, on est beaucoup dans un enjeu, là. On sait qu'il y a beaucoup de créationnisme, puis de la droite religieuse est associée au Parti conservateur, donc sont en général contre l'aide médicale à mourir. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je pense que le Parti conservateur va laisser ça sur les tablettes. On va attendre après les élections. Ils vont attendre après les élections, avant de se mouiller, avant de se compromettre. Parce qu'ils ne veulent pas choquer, en fait, leur électorat. Parce qu'ils n'ont pas le choix là, d'aller dans ce sens-là. La Cour suprême a tranché. Ils ne vont rien faire. Ils vont peut-être laisser le Québec aller de l'avant, sortir tout ce qui est sorti. Puis ils ne vont jamais contester ce qui va se faire. Donc, c'est comme si qui ne dit rien consent. Ouais. Mais publiquement, ils ne vont rien dire, mais ils vont laisser ça sur les tablettes. Peut-être un jour, si le Parti libéral prend le pouvoir, ils vont peut-être déposer une loi. Ils vont légiférer, mais à date, je pense que pour le moment, les conservateurs, on sent qu'ils sont contre ça. Ce n'est pas dans leur ADN c'est pas dans leur idéologie, ça c'est ça. D'accepter ce... mais ils vont comme laisser passer les élections. Puis après les élections, on verra ce qui va se passer. Ben, écoute, probablement qu'ils n'auront pas le choix. Là. Je veux dire, ils ont 1 an pour le faire. C'est comme avec la prostitution. Là. À un moment donné, il va falloir que ça arrive. Là. Après les élections. Oui, c'est ça aussi. c'est les mêmes. Hein? Les bonnes mœurs conservateurs. Après les élections, on va voir. Ouais. Il faut y aller dans les écoles. Moi, j'étais un peu estomaqué quand tout ça s'est passé. J'étais content ce matin. Il y a une poursuite. La jeune fille et sa famille vont poursuivre la commission scolaire, vont demander des excuses. Je dis, c'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Puis je suis un peu d'accord. Là. On est allé de manière assez intense dans ce dossier-là. Puis en plus, notre beau ministre Bolduc qui est allé se remettre le pied dans la bouche. Mon Dieu Seigneur. Moi, je ne fais pas de commentaires. Le ministre il a tout dit. Il a assez contredit. Puis il s'est fait cadrer par le Premier ministre. Ben, lui, c'est à cause de lui que le Premier ministre a voulu cadrer tout le monde. Parce que, écoute, quand il y a une nouvelle qui passe sur les médias, tu prends le temps, tu demandes conseil. Après, tu n'es pas obligé de répondre sur le champ, OK? Parce que lui, il veut toujours se fier. C'est quoi le règlement? Est-ce que le règlement autorise ceci ou pas? Mais gars, tu es un père de famille également. C'est ça. Tu es un père de famille. Je veux dire, toi, comme père de famille, là, est-ce que tu demanderas à tes enfants, mets-toi tout nu, puis... un père de famille, tu prends position comme père de famille, mais le reste, tu vas demander l'avis des autres. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Peut-être qu'il n'était même pas au fait de l'événement, mais il a fait sa sortie. Hein, écoute, comme père de famille, il y a des choses, tu dis non, c'est inadmissible. Mais non. Je ne pourrais même pas demander ça à mes enfants. Écoute, tu es un père de famille, c'est inadmissible. S'il y a quelque chose qui est relié à la drogue, il y a des spécialistes, il y a la police. Vous dites, appelez la police. Écoute, ça, c'est eux, ils ont les outils
pour le faire. Nous, on n'a pas les outils. Vous n'êtes pas spécialiste. Vous ne me le pas. Puis ça s'arrête là. Appelez la police. Puis la police va... Écoute, si c'est du ressort de la police, c'est la police. Non, puis c'est ça, c'est la police. Puis une autre affaire, là, c'est que là, écoute, c'était pas des armes à feu ou des affaires, là, c'était du cannabis, c'est rendu légal dans plein d'États américains. On arrête ça comme père de famille. On est vraiment rendu... Non, comme père de famille, c'est non, puis c'est inadmissible. Puis ça s'arrête là. C'est ça. OK, on est d'accord. Taxe sur le transport collectif, je ne sais pas si tu as vu, on veut permettre peut-être aux municipalités de taxer le transport collectif dans le sens où si, par exemple, tu veux t'acheter une maison, une propriété proche d'un arrêt d'autobus, d'une station de métro, tu vas payer plus cher. Est-ce que c'est une bonne idée pour payer le transport collectif ou je ne sais pas? Ben, moi, je vois même plus loin parce que le gouvernement veut donner aux municipalités un pouvoir de taxation. Parce que, comme j'avais dit plus tôt, le gouvernement, tranquillement, veut donner plus de latitude à chaque municipalité de voir, vous avez besoin de quoi? Au lieu d'aller chercher les sous auprès du gouvernement, c'est vous qui allez payer. C'est comme si consommateur, payeur. Si vous avez besoin, on leur donne cette latitude de taxer. Si c'est pour financer le transport en commun, il ne faut plus que le gouvernement paye, il ne faut pas que toute la population paye pour une ville donnée. Ouais. Alors, si la ville a besoin de transport en commun, il faudrait que ceux qui bénéficient de ça s'organisent pour l'avoir. Donc, tranquillement, je pense qu'on s'enligne vers ça. Est-ce que c'est ceux qui vont acheter des maisons à côté des sorties de métro qui vont payer plus? Quelque part, ça sert à tout le monde. Hein. Mais chaque ville va évaluer. Mais j'ai vu M. Coder qui a dit oui, ça c'est une bonne chose tout de suite. Mais j'ai comme l'impression que c'était une façon de répondre à certaines villes. Ouais. On dirait que certaines villes ont fait des demandes. Puis le ministre est en train d'accepter. Hein? Bien, c'est sûr que M. Godard, lui, il voudrait plus de poids politique, plus d'argent, plus de pouvoir décisionnel. Il voudrait quasiment qu'il y ait... Bien, comme c'est un peu le cas, là, dans le sens que quasiment que Montréal soit une cité-État, comme à l'époque de Venise. Bien, je pense que c'est ça qui s'en vient. On va permettre à chaque municipalité d'identifier le besoin, de dire est-ce que vous avez les moyens pour, puis ceux qui vont profiter, les premiers qui vont profiter vont payer pour. Puis on s'enligne vers là, puis le gouvernement va essayer de se désolidariser, c'est ça? Désengager. Ouais. Ils vont se désengager de plus en plus. Réforme de l'éducation sexuelle en Ontario, on va parler encore au bon père de famille. C'est drôle parce qu'on revient souvent, tu sais, à toutes les, je sais pas, 10, 15, 20 ans, là, on va revenir, on va changer des programmes, on va faire... Ouais. 5 ans en avant, 2 ans en arrière. Ben oui, c'est ça, dépendamment des gouvernements aussi, là, tu sais. Est-ce que c'est une bonne chose de repenser à ça? Parce que, je veux dire, l'éducation sexuelle aujourd'hui se fait beaucoup par Internet, par la télévision, par les amis, par les pères, les agents de socialisation. Est-ce que c'est encore les parents qui ont à faire ça? Est-ce que c'est à l'école de faire ça? Si on parlait à Condorcet, là, qui est mort il y a trop longtemps, lui, il dirait non, c'est la job de la famille, des parents, c'est pas la job de l'école de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mais là, ça c'est une question piège. Oui. Parce que il y a des sujets où les parents sont très mal à l'aise. C'est pas tous les parents qui sont capables d'aborder le sujet. Mais quand tu prends des livres qui l'expliquent très bien, puis quand ton garçon te pose la question, tu donnes le livre, il lit, puis après il te pose des questions. Bon, écoute, on n'a pas le choix, il faudrait que l'école également fasse l'éducation sexuelle. Moi, je l'avais reçu à l'école. OK. Donc, le prof, oui, on faisait beaucoup de blagues avec ça, mais ça nous permettait des questions qu'on n'osait pas poser à nos parents. Ouais. Ça défait des tabous aussi. Ça défait les tabous parce que, oui, certains sont très à l'aise d'en parler avec des enfants à la maison. Moi, à la maison, quand ma fille me pose une question, elle dit, va parler pas-en avec maman. Puis ma blonde l'explique très bien comme il faut. Puis mon garçon, c'est moi qui réponds aux questions de mon garçon. Bon, chacun a son rôle. Ouais. Mais c'est un plus. Écoute, maintenant, il y a des choses qu'il faut enlever les tabous. Il faut expliquer les choses. Plus on l'explique, plus on fait de la pédagogie, les enfants, au lieu de le faire en cachette, au lieu d'aller sur Internet en cachette, lire, parce qu'on sait que sur Internet, il y a toutes sortes de choses qui passent sur Internet. Donc, ça peut permettre de clarifier des choses, puis de dire aux jeunes c'est quoi les dangers par rapport à tel acte, c'est quoi les enjeux. Ils vont plus comprendre. Puis en allant eux-mêmes vers l'information, ça va leur permettre de nuancer tout ce qu'ils lisent.
puis d'être plus... Oui, puis de ne pas penser que la pornographie qu'il peut y avoir sur Internet, c'est ça, la sexualité. Là. Il y a une différence entre la réalité qu'on voit, puis ce que les médias véhiculent. Oui. Puis on sait que sur l'Internet, il y a tout qui passe. Dans le cadre, l'école peut mettre un cadre. Puis à partir de ce cadre, un enfant qui va plus loin, fait ce qu'il a à faire, il sait très bien qu'il a été averti à l'école que ça, c'est pas bon. Ouais. Ça, c'est bon. J'ai hâte de voir si on va revenir avec ça. J'ai réussi à pédaler, hein, parce que c'est bon, c'est pas évident. Là, je t'amène dans ce que tu aimes le plus, l'actualité internationale. Bon, enfin, OK. Bon, hey, on dirait que mon PowerPoint ne veut plus fonctionner. Bon, je sais pas, je m'en rappelle un peu des sujets. Il y avait quelques sujets, là. Je m'excuse à tous les spectateurs. Mon écran tactile ne fonctionne plus. On continue quand même. On a le baril de pétrole en dessous du 50 le baril. Bon, là, il y a plein de questions, là, parce que là, il y a depuis qu'on a des nouvelles méthodes pour extraire le pétrole, il y a un nouveau pétrole de schiste, sans bitumineux, etc. Normalement, l'Arabie Saoudite faisait toujours un peu le levier pour garder le prix du pétrole haut. Là, décide de ne pas le faire, disent on va laisser faire le marché. Bon, pourquoi? C'est quoi les impacts? Parce que là, on voit déjà que on arrête certains investissements, que ce soit au Texas ou même en Alberta, sur l'exploitation pétrolière. À qui ça va faire mal? L'Iran, la Russie? C'est complexe, le monde du pétrole. C'est très, très complexe, puis ça fait mal à beaucoup de gens. Okay? Certaines puissances, en premier lieu, le Canada, pour notre économie. Parce que depuis longtemps, le dollar restait haut parce qu'on vendait beaucoup de pétrole. Oui. Puis avec les bénéfices, on pouvait partager les dividendes, mais les revenus à tout le monde. Donc, l'Alberta était comme la locomotive. Hein. Ça change le rapport de force au Canada, si le pétrole baisse. Parce qu'au début, M. Harper, au niveau du dollar qui était trop fort, on aurait pu baisser le taux pour que les autres industries, la forêt, pour qu'on puisse vendre également. Donc, parce que le dollar était trop fort, ça nous empêchait de vendre. Donc, on a mis tous les œufs dans le même panier, le pétrole. On en reparle encore matin, il parlait de comment diversifier l'économie en Alberta. Donc, c'est ça qui a fait que les autres secteurs de l'économie canadienne ont comme chuté. Puis le pétrole, à cause du pétrole, bon, écoute, on continue toujours à avoir des dividendes. Parce qu'on vient d'annuler une exploitation de sable bitumineux dans le nord de l'Alberta. Donc, ça va faire très mal pour les 5 prochaines années. On ne sait pas jusqu'à quand ça va aller. Puis pourquoi l'Arabie Saoudite décide de ne pas faire ce qu'ils ont toujours fait puis d'ajuster, de diminuer leur production? Si on sort du cas du Canada, sur le plan international, j'ai l'exemple de la Russie, la guerre avec l'Ukraine. On sait que toute la puissance russe, la puissance économique de la Russie, c'est le pétrole qui a sorti la Russie du marasme économique. Puis maintenant, la Russie est rendue une deuxième puissance mondiale. Avec le gaz naturel. Avec le gaz naturel. Alors, si tout ça baisse, ça veut dire que les Russes également vont le payer très, très cher dans cette guerre de l'Ukraine. C'est parce que tu as de l'argent que tu prétends faire la guerre un peu partout. Si tu joues à l'orgueilleux, je vais trouver le mot juste de quelqu'un qui s'en fiche pas mal des autres, c'est à cause du pétrole. J'ai également l'État islamique avec la guerre. On sait que l'État islamique également vend du pétrole en contrebande. Je prends le cas du Soudan. La guerre au Soudan. Le Soudan, pourquoi il y a la guerre au Soudan? Parce qu'il y a le pétrole au sud du Soudan, qui a fait qu'on a fait la partition du Soudan. On a eu le Soudan du Sud, mais entre eux également, il y a la guerre. Puis c'est les Chinois qui viennent acheter le pétrole. Puis au lieu de pousser le gouvernement soudanais à des discussions, à des ententes, parce qu'il y a de l'argent, tout le monde s'en foutait, pas mal de tout le monde, puis la guerre continue. Je m'en vais au Tchad, le Nigeria. Donc, présentement, à cause du revenu du pétrole, il y a de la guerre partout. Alors, si maintenant, la source de revenus qui alimente encore la guerre, si on coupe la source ou bien on baisse les revenus, les gens ne pourront plus aller s'approvisionner au niveau des armes également. Ouais. Écoute, à cause du pétrole, on a la guerre un peu partout. Mais c'est pas... est-ce que c'est pas juste un prétexte, puis si c'est pas ça, on va faire la guerre pour autre chose? Ben non, je pense que si ça continue, peut-être que ça va aider
calmer les tensions, pour calmer un peu le jeu. Ben, nous, les consommateurs à la pompe, ça fait notre affaire. Ça fait beaucoup notre affaire. Puis ça va également relancer l'économie. Parce que les compagnies, les transporteurs, beaucoup de gens, parce que le prix du pétrole est très élevé, ça faisait qu'on n'était plus capable de sortir de ce cercle vicieux. Ouais. Donc, c'est une façon de redonner un nouveau souffle à l'économie mondiale. Peut-être que ça va nous encourager. Pourquoi pas? Ben oui, puis ça va, en tout cas, faut voir là, c'est sûr que les nouvelles manières d'extraction du pétrole vont diminuer parce qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Là. On voyait que gaz de schiste, sable bitumineux, quand c'est en bas de 60 $ du baril, c'est plus rentable. Puis, n'oublie pas qu'on en trouve maintenant du pétrole un peu partout. Oui. Maintenant, on en trouve un peu partout en Afrique, dans les mers du Nord, un peu partout maintenant. On a développé de nouvelles technologies pour aller chercher du pétrole. Alors, pour le bien-être même de la planète. Alors, si le pétrole ne vaut plus cher, à quoi sert d'aller forer au pôle Nord, la route du Nord? À quoi ça sert d'aller polluer un peu partout? La technologie qui coûte très, très cher. Si vous n'avez pas les moyens de payer cette technologie pour aller chercher du pétrole qui ne vaut même pas grand-chose, ça sert à quoi? Non. Donc, peut-être que ça va nous ramener à plus on va plus réfléchir à, bon, laissons de côté le pétrole, puis on va peut-être se concentrer sur une autre source d'énergie parce que le pétrole, écoute, c'est fou. Non, c'est fou, c'est fou. Hein? Puis en plus, là, il y a des surplus. Là. Je pense que les États-Unis, ils n'ont jamais eu autant de surplus de pétrole. Les États-Unis vont devenir la première puissance au niveau de la production du pétrole. Puis ils sont amis, hein? Ils sont copains avec l'Arabie saoudite. Est-ce qu'on est en train d'avoir un amalgame politique pour faire justement mal à l'Iran puis mal à la Russie? Donc un peu un retour de la guerre froide, mais au niveau du pétrole? L'Arabie saoudite joue un jeu. Écoute, les Saoudiens ne dévoilent jamais leur jeu. La preuve, quand le prince Abdallah est décédé, il faut voir, toutes les puissances sont allées s'agenouiller. Ils sont allés saluer. Ils sont tous rendus. Puis les données... 2 semaines après Charlie Hebdo. Écoute, tout le monde est allé. Ouais. Bon. Mais est-ce que... C'est très délicat, hein? C'est parce qu'on passera 2 heures à décortiquer juste cette puissance. Hein, ils ont énormément de l'argent. Ils ont de l'économie. Mais ils veulent protéger leur pouvoir. Là où ils sont présentement, là, ils ont amassé assez d'argent, ils ont assez de ressources où la crise au niveau du pétrole peut durer 3, 4, 5 ans. Ils ont investi partout. Tout le monde leur doit de l'argent. Ouais. De telle enseigne que même si ça dure 2, 3 ans, eux, ils vont encore tourner, ils vont encore fonctionner. Alors, c'est une façon de dire, on calme le jeu, on respire un peu, et on va encore réévaluer parce qu'en ce moment, ça part à gauche, à droite. Les conflits, les disputes, les tensions, l'arrogance de certaines puissances. Donc, pour calmer tout ce jeu... L'arrogance de certaines puissances, dont le Canada. Moi, je peux même dire la Russie. Oui, la Russie, là, à qui je pense en premier, mais je fais le Canada, on ne fait pas tellement mieux au niveau de l'arrogance. L'arrogance de M. Poutine, c'est le pétrole et le gaz naturel. Alors, si on calme un peu le jeu, peut-être que ça va ramener encore les gens un peu à la raison. Peut-être que je fulmine un peu, mais peut-être que c'est juste pour calmer le jeu un peu. Mais nous, ça fait du bien. Les élections américaines dans 1 an et demi aussi, là, peut-être que... Ça ne va pas jouer, il n'y a pas grand-chose. Tout ce qu'on veut, à un moment donné, il faut calmer le jeu. Parce que l'État islamique, on n'arrive pas à le contrôler. Ah non, ça c'est une autre affaire. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné débarquer un peu comme on a fait? Est-ce qu'on attend, tu sais, à l'époque, on se rappelle, là, je fais un exemple avec l'histoire qui est un peu peut-être borderline, oui. Mais tu sais, quand, mettons, le Parti national socialiste, les nazis ont pris le pouvoir en 1933, puis ont commencé tranquillement à aller chercher les Sudètes, l'Anschluss, tout ça, puis on disait, oui, ça va aller, on va lui mettre des barrières, puis à un moment donné, il a fallu intervenir. Est-ce que ça va arriver, ça aussi, avec l'État islamique? À un moment donné, on va dire, là, il faut aller intervenir. C'est trop délicat. L'État islamique, il y a trop de tentacules. On a comme allumé les feux un peu partout. Ça va vite. Oui, puis c'est un peu de notre... je dis de notre faute parce c'est notre faute. On est allé renverser les gouvernements en Irak, renverser les gouvernements en Libye. L'Irak, l'Iran, je dis l'Irak, Libye, l'Afghanistan... c'était trop. Ce qui est sûr, dans les 10 prochaines années, l'Irak qu'on connaissait avant ne sera plus l'Irak qui va sortir.
parce qu'on aura peut-être une fédération, peut-être qu'on va avoir des États morcelés. C'est également une réponse à la colonisation. Parce que quand ces pays ont été colonisés par la France, puis par l'Angleterre, puis qu'on a dessiné des frontières artificielles, c'est des frontières qui ne répondaient pas aux aspirations nationales. Comme en Afrique aussi. Comme en Afrique, c'est des communautés qui ont été embrigadées dans des frontières qui ne sont pas naturelles. Donc, ça fait qu'au niveau de l'Irak, donc, écoute, tu as des composantes qui étaient obligées de vivre ensemble. Mais dans la vraie vie... C'est parce que, un peu comme en Yougoslavie, on avait une dictature qui permettait à ces gens-là de vivre ensemble. Parce Tito en Yougoslavie, oui. Tito a rassemblé tout le monde. Mais quand Tito est mort, ça partit en éclat. Maintenant, on a des États identitaires, des communautés. Bon, écoute, les Serbes sont à part, les Croates sont à part, les musulmans sont à part. Puis tu penses que ça pourrait arriver aussi en Ben, Irak? en Irak, c'est ça ce qui risque d'arriver. En Libye aussi? En Libye, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que là, on a une autre affaire. La Libye, là, on est allé là il y a 2 ans. On a fait un ménage, on a fait tomber Kadhafi, la Libye, c'est des tribus. Puis on a une 60aine de groupes armés djihadistes qui sont en Libye. Donc, la Libye va devenir un terrain d'entraînement pour tous les groupes djihadistes, comme ça a été à un moment donné l'Afghanistan ou bien le Yémen également. Ouais. Le Yémen part aussi en chaos. Oui, c'est vrai. Le Yémen en chaos, mais là, écoute, ils trouvent l'argent pour acheter des armes. C'est le pétrole. Puis quand il y aura plus de pétrole, puis les gens auront de la difficulté à s'approvisionner en armes et en munitions, peut-être ça va calmer le jeu un peu. Donc ça fait que, présentement, ils sont en train, ben écoute, soit c'est pas calculé, mais le hasard fait que, avec la chute des prix du pétrole, écoute, c'est comme on est en train de couper les sources de revenus pour tout le monde. Puis là, les gens vont essayer de se calmer un tout petit peu. Ça va donner un souffle à tout le monde. L'Europe est en crise. Oui, oui, clairement. Donc, l'Europe, jusqu'à présent, n'arrive pas à s'en sortir. Même que l'Europe, peut-être, si la Grèce est exclue de la zone euro, là... La Grèce ne va pas... Je t'avais dit la dernière fois que la Grèce ne peut pas sortir. Aujourd'hui, le plan de match a été accepté par l'Union européenne. Donc, parce que si on laisse sortir la Grèce, les Grecs ne peuvent même pas oser sortir. Parce que quand tu es dans l'opposition, tu peux crier sur tous les toits. Mais quand tu es dans le pouvoir, puis tu vois dans la cagnotte, ce que tu as dans la cagnotte, puis les enjeux, puis il faut payer les travailleurs. Oh oui. Pendant que toi, tu fais de la politique, les jours passent, les semaines passent, puis à la fin du mois, ou bien à la fin de la semaine, il faut que les gens aient leur salaire. Puis quand les gens n'ont pas leur paye, peu importe l'idéologie que tu mets de l'avant, les gens vont sortir dans les rues. Ouais. Donc, le nouveau gouvernement grec doit dire, OK, les travailleurs, il faut les payer. J'ai combien dans les banques pour pouvoir les payer? Est-ce que j'ai assez de l'or pour pouvoir convertir? Est-ce que quand ils se rendent compte que je n'ai pas le choix, il faut que je négocie, ben là, ils vont aller à reculons. Puis c'est ça ce qui se passe. Mais si le coût du pétrole continue tout pas à baisser, peut-être qu'au niveau de l'industrie française, ça va donner un nouveau souffle à tout le monde. Tout le monde va se mettre à consommer. Comme ici, nous, également, à la pompe, on s'en va acheter. On est plus à l'aise à dépenser parce que ça va réduire les prix. Écoute, peut-être que c'est un nouveau souffle qu'on est en train de trouver. C'est peut-être un peu hasard, mais espérons que ça dure un peu. Oui, non, mais c'est vrai. Si ça dure, nous qui avions profité, le Canada avait profité beaucoup. Parce qu'on va payer tout comme la Russie. Oui, mais je pense qu'il va y avoir un transfert du pouvoir économique au Canada qui va revenir un peu plus comme historiquement Québec-Ontario, avec l'hydroélectricité, les manufactures, etc. Le Québec et l'Ontario ont beaucoup boosté les autres provinces. Puis là, c'est l'Alberta qui fait tout maintenant. Comment ça va se régler? Écoute... Parce que ça va nuire aussi au Parti conservateur qui a sa base, en fait, électorale beaucoup dans l'Ouest canadien à cause des richesses et puis des valeurs. Plus les gens sont riches, plus ils ont normalement des valeurs traditionnelles, conservatrices, parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts et ils veulent garder leur argent pour eux. On revient à l'arrogance que donne l'argent. Mais quand tu n'as plus d'argent, écoute, tu deviens plus coopératif. Tu écoutes les autres. Donc, c'est peut-être ce qui va arriver. Parce que c'est rendu qu'un peu partout, localement, sur le plan international, c'est fou, on n'arrive pas à contrôler les puissances.
Tout le monde se vante parce qu'ils ont de l'argent. Ton tableau ne veut pas avancer, hein? Ouais, non, c'est correct. Mais de toute façon, on a terminé, Raphaël. Je voulais mettre ma diapositive de fin. Là, on est comme parti un peu sur une vrille à la fin, mais en fait, c'est de réaliser que tout ça est interrelié, autant les guerres, la religion, l'Ukraine, un peu partout. Oui, tout est interrelié à cause du pétrole. Puis ça, en ce moment, on va devoir faire une émission spéciale pétrole. Là-dessus, hey, merci Raphaël d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vas-y. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que vous avez apprécié, qu'on vous a éclairé ou peut-être mélangé, on ne sait pas. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez venir participer à l'émission avec nous, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire à tvldm9@videotron.ca ou nous suivre sur Facebook. Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez TVLDM9, vous nous trouvez, vous nous aimez, vous allez voir toutes nos émissions, tout ce qui se passe dans le coin. Vous allez avoir ça directement sur votre ordinateur. Là-dessus, merci et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.